Bonjour et bienvenue sur Radio Ici et Maintenant. Merci d'être avec nous en direct en ce lundi 8 janvier 2024. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette nouvelle émission interactive. Et oui, puisque sur Radio Ici et Maintenant, vous avez toujours la possibilité d'intervenir en direct au 08 90 37 38 38. Alors que les élèves ont repris le chemin de l'école ce lundi matin, eh bien, il est intéressant de revenir sur le même thème qu'on a déjà eu l'occasion d'aborder auparavant, le thème de l'éducation. D'autant plus que quelques semaines auparavant, le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, avait dévoilé une série de mesures qui entreront en vigueur dès 2024. Au cours de cette émission interactive, eh bien, j'ai le plaisir d'approfondir les différentes réflexions sur ces thématiques essentielles. En compagnie de Corinne Lamy, que pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà. Corinne est présidente d'une association de parents d'élèves. Elle est experte engagée dans des instances judiciaires et éducatives. Nous allons tenter, grâce à sa vision, d'explorer les défis contemporains et les opportunités qui se présentent dans le domaine éducatif. Corinne, bonjour, comment ça va? Bonjour Morgane, je vais bien, d'autant que je suis en face de toi et quel plaisir de te retrouver. C'est toujours un plaisir renouvelé. C'est notre 4e rendez-vous, j'en suis très heureuse. Nous avons eu 3 rendez-vous précédents concernant des questions d'éducation. J'invite nos auditeurs à aller les écouter, il y avait des choses différentes. Après avoir eu un entretien avec Thierry Beccardo sur l'enfance maltraitée, après avoir eu un entretien avec mon amie Vanessa Rutel-Caïm sur les violences conjugales, aujourd'hui, en fait, je voulais parler des parents, dans la globalité, des parents et du rôle éducatif que peuvent offrir les parents. On a eu un entretien essentiellement à un moment donné sur les associations de parents d'élèves. J'aimerais revenir sur ça et revenir sur l'engagement des parents et le rôle qu'ils peuvent prendre au sein des associations de parents d'élèves. Je pense qu'il est indispensable que les parents s'impliquent d'une manière un petit peu différente dans la scolarité de leurs enfants, qu'ils y prennent un peu plus de responsabilité, c'est-à-dire éducative, en pensant qu'effectivement, ils sont le premier éducateur de leur enfant. Voilà, ça sera un petit peu. Je sais que tu as eu des questions, donc je suis vraiment ravie que tu aies pu avoir des questions. Je voudrais, avant de commencer les questions, vous souhaiter d'abord à tous une bonne année. À toi aussi, Morgane, j'ai eu l'occasion de te la souhaiter lorsque tu m'as ouvert la porte et on a eu l'occasion d'échanger par écrit sur nos vœux et nos souhaits. Bien sûr, des souhaits de paix pour le monde entier, pour les enfants du monde entier. Et la chanson d'Yves Duteil que l'on vient d'écouter est une chanson absolument fantastique. Là, pareil, j'invite tous les auditeurs à réentendre cette chanson, à réécouter les paroles. Et vous en sortirez les larmes aux yeux, c'est évident. Et elle fera partie de votre playlist. Et vous penserez à l'espérance que peuvent être les enfants et du monde qu'ils peuvent nous donner. Du monde qu'ils peuvent nous apporter si on sait bien s'occuper d'eux. Voilà, merci. Bien, merci Corinne pour cette introduction. Alors, c'est en effet un sujet qui est toujours d'actualité, l'éducation, l'engagement des parents et le fait de s'impliquer davantage dans la scolarité des plus jeunes. Alors, dans l'introduction de ma présentation pour l'émission de cet après-midi, je parlais un peu des mesures annoncées par le ministre de l'Éducation nationale qui voilà, indiquait quelques mesures, on va dire, pour l'année 2024, notamment aussi sur le redoublement. J'avais envie de connaître ton avis par rapport à cette question, puisque selon voilà, les dernières informations et selon ce qui est prévu d'être mis en place, ce sera aux professeurs et non aux familles d'avoir le dernier mot sur le redoublement. Alors c'est vrai que c'est une question taboue de parler du fait que notre enfant va redoubler, etc. Et quelle était ton expérience sur le sujet, déjà dans un premier temps pour éviter peut-être cette perte de temps, certains l'appellent comme ça, d'autres
pense que voilà, c'est un bien pour l'enfant. Quel est ton avis déjà par rapport à ça? Et quel est ton avis sur cette mesure de laisser vraiment les professeurs avoir le dernier mot sur le sujet, la question? Alors moi, j'ai un discours qui va souvent à contre-courant, dans le sens où moi, je fais totalement confiance à l'équipe éducative. Dans le sens où j'ai une longue expérience au sein de commissions, de l'architecture qui est mise en place à l'éducation nationale pour effectivement s'occuper des enfants. On a rappelé lors d'un entretien, c'est pour ça que je ne vais pas rappeler toujours les précédents entretiens, mais quelque part, ça fait partie des choses qu'on va pouvoir répéter aujourd'hui. Effectivement, l'éducation nationale, c'est un très, 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 très gros truc. Et sans... Je ne voulais pas forcément passer par là, mais on peut peut-être quand même parler de moyens. Le redoublement, ça coûte, hein. Ça coûte. Donc, si l'équipe éducative pense à un moment donné qu'un enfant il serait bienveillant et favorable pour lui qu'il puisse redoubler, c'est qu'il pense au bien de l'enfant. Voilà. Tu sais que mes émissions et les émissions que je présente avec toi, j'ai toujours en ligne de mire l'intérêt de l'enfant, parce que par rapport à mes autres occupations au tribunal pour enfants, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui est l'éducation nationale a aussi cet intérêt supérieur de l'enfant, à l'intérêt de l'enfant, et il essaie de mettre en place des choses pour le bien de l'enfant. Donc si le redoublement aujourd'hui effectivement est décidé et remis en place, je pense que c'est une bonne idée. Parce qu'en réalité, après c'est vrai, c'est comme tout. Si l'enfant le prend comme quelque chose de positif, ça sera un redoublement réussi. Si la famille encourage ce redoublement, ça sera un redoublement réussi. Moi, je dis toujours qu'un enfant, en fait, qu'il fasse 5 ans d'études ou 6 ans d'études, ça restera toujours un enfant ou ça restera toujours un jeune. Donc, si à un moment donné, il y a une difficulté dans sa vie ou il y a eu quelque chose qui est fait, qu'il a pris du retard et qu'il a besoin de le rattraper, de se réinvestir l'année suivante, d'autant qu'il y a des classes où il y a des intérêts vraiment essentiels. Lorsque c'est la troisième, l'orientation, lorsque c'est la quatrième, que c'est une classe très difficile, donc il est bon des fois de la reprendre. Puis il y a des classes, c'est très important. On avait rappelé lors d'une précédente émission, je vais souvent en parler, mais parce qu'on a dit des choses importantes, je crois, que par exemple, la maternelle, on ne redouble pas une maternelle, mais que dès la maternelle, en fait, il faut vraiment investir l'éducation de son enfant. Dès la maternelle. Elle est devenue obligatoire, ça fait des années que je pense qu'elle devait l'être, car il y a des apprentissages en maternelle qui sont nécessaires pour tout le reste de la... On apprend à lire, on apprend à compter, voilà, c'est très important. Toutefois, est-ce que, de ton point de vue, il existe quand même des alternatives au redoublement, des alternatives qui pourraient être envisagées pour soutenir la réussite scolaire des élèves en difficulté? Oui, bien sûr, c'est-à-dire que dès que le second trimestre, ou justement, là, on va attaquer le second trimestre, là, au moment du calendrier où on se parle, il faut mettre des choses en place pour que l'enfant réussisse le second trimestre, parce qu'il y a quoi? Il va y avoir 6 semaines, et puis hop, on va attaquer le troisième trimestre. Donc maintenant, si jamais on a une prise de conscience et de réalité sur la scolarité de l'enfant, et qu'on met des choses en place, s'il est faible en mathématiques, eh ben, mettons du soutien en mathématiques, c'est-à-dire aidons-le là, essentiellement, ciblons en fait la matière où il a des faiblesses, ou alors aidons-le à au moins réussir à passer son passage au second trimestre. C'est-à-dire qu'il faut pas, il faut l'aider, le soutenir, l'encadrer. Et si à la fin de l'année, malheureusement, son niveau n'est pas atteint, eh ben, prenons le redoublement comme une chance pour lui, et une chance que lui offre la société. Alors aussi, avant de voir aussi les questions d'auditeurs, puisque auditeurs auditrices, vous pouvez participer au 08 90 37 38 38. Alors on a reçu quelques questions par message aussi que nous allons voir ensemble d'ici quelques instants. Parmi les nouveautés de l'année 2024, il y a, Corinne, également cette expérimentation qui sera lancée à partir de la rentrée de septembre 2024, celle du port de l'uniforme. Voilà, certaines collectivités se sont en tout cas portées volontaires pour tester ça dans leur établissement. Quel est ton point de vue? Quelles sont tes réflexions sur le sujet par rapport à l'uniforme à l'école? Par rapport à l'uniforme à l'école, j'y suis pas hostile, dans le sens où déjà c'est quelque chose dont on parle de cela depuis très très longtemps, et je trouve que ça peut mettre sur un pied d'égalité les enfants, et puis une appartenance.
Voilà, souvent ce sont les écoles privées qui mettent des uniformes. Bon, bah, écoutez, ça n'a pas l'air de les avoir traumatisés, les enfants. Et puis, bon, il faut bien choisir ses sweatshirts. C'est bon, bah, je me doute que ça sera bien fait. Et c'est vrai que ça fait gagner du temps le matin, hein, quand on sait ce qu'on va mettre et puis qu'on doit partir à l'école. Moi, je trouve que ça peut être aussi un gain de temps. Voilà, c'est intéressant comme expérience. Vraiment, c'est intéressant. Alors pour en revenir au sujet et discussion qui t'importe, Corinne, sur le rôle des parents d'élèves, quelles sont les actions concrètes que des parents d'élèves peuvent entreprendre pour soutenir l'éducation de leurs enfants dans un monde en constante évolution? Déjà, Morgane, les parents d'élèves, ils restent les parents de l'enfant. Ils restent les parents de l'enfant. L'enfant est à l'école, il est pris en charge par l'école, mais les parents restent. Encore une fois, je répète, c'est très important, le premier éducateur de l'enfant. L'école transmet des connaissances, transmet des méthodes, des apprentissages, et apprend le rôle que l'enfant peut jouer dans la société, comment il peut le jouer aussi. Donc, les parents doivent s'impliquer, peuvent s'impliquer. L'éducation nationale le reconnaît. Pour l'éducation nationale, les parents font partie de la communauté éducative, comme une infirmière, toutes les personnes de la communauté éducative. Et à ce titre, ils peuvent participer à différentes instances pour prendre un rôle important. Ils peuvent participer à l'orientation des budgets. Ils peuvent participer à diverses commissions, comme des commissions de dérogation. Il y en a beaucoup des commissions. On aura peut-être l'occasion d'en parler lors des appels que tu vas pouvoir recevoir. Ce que je voulais dire par là, c'est que pourquoi je parlais d'associations de parents d'élèves? Parce qu'elles permettent de jouer un rôle plus important dans l'école. Et il peut y avoir de la représentativité et des représentants de parents d'élèves qui pourront alors même assister au conseil d'école, assister au conseil de classe. Et ils défendront la classe, certes, mais ils seront informés de choses que ceux qui ne sont pas représentants de parents d'élèves ne connaissent pas forcément. Après, c'est juste un engagement, une adhésion à prendre ou pas, mais c'est une façon d'être informé sur ce qui se passe à l'école, d'autant que normalement, après des réunions et des commissions, il est entendu qu'il y a des comptes rendus, et donc les parents qui le souhaitent sont informés de la vie de l'école. Donc c'est très important parce que même pour l'enfant, lorsqu'il voit qu'un parent s'investit au sein des associations, et ben ça porte un certain intérêt. J'ai dit, oh, ben c'est bien, mes parents, ils s'impliquent, ça les intéresse. Et puis quelque part, bon, sans être parent hélicoptère, et ben, on se rend compte de l'importance et de tout ce qui peut se passer à l'école. Est-ce que... Des fois, ça m'interpellait de demander, par exemple, aux parents s'ils savaient quels étaient les horaires de récréation, ou les horaires exacts de cantine, ou les horaires d'activité. Ben, quelquefois, on ne les retient pas forcément par cœur. Et bon, voilà, là, c'est une façon de pouvoir échanger sur ce qui se passe à la cour de récréation, ce qui se passe à la cantine. Et puis, ça permet de faire des échanges entre parents. Enfin, je trouve ça très très important de s'impliquer dans la scolarité de son enfant. C'est pas tout de préparer son cartable, de le mettre devant l'école. Attention, hein, je ne généralise absolument pas et je ne culpabilise absolument pas et je ne juge absolument pas. Simplement, je dis que bientôt, souvent la vie que l'on a aujourd'hui, qui est une vie... on est toujours occupé quelque part. Bon, c'est vrai, les machines font beaucoup de notre travail, mais malgré tout, le temps est toujours occupé. Et il faut savoir prendre je parle toujours du temps qualitatif. Il faut savoir prendre un temps qualitatif et de s'impliquer dans les associations de parents d'élèves ou de pouvoir recevoir des informations des associations de parents d'élèves. Ça fait partie du temps qualitatif pour moi.
Alors, Corinne, tu nous expliquais que même pour l'enfant, le fait de constater que son parent s'implique dans sa vie scolaire, etc., ça pouvait être quelque chose de positif, mais je me disais que peut-être que ça peut également faire l'effet inverse pour certains enfants qui ont des difficultés avec leurs parents, le fait de les voir aussi à l'école. Est-ce que ça n'a pas un côté un peu envahissant pour l'enfant qui doit euh, et voir ses parents à la maison et les voir également à l'école. Peut-être, voilà, pour ma part, j'ai pas d'enfant, mais peut-être selon ton expérience personnelle ou les observations que tu as pu faire dans ton entourage, il y a peut-être des enfants qui justement souhaitent avoir une certaine distance avec leurs parents, une certaine intimité vraie, on va dire, au sein de l'école où les parents ne sont pas forcément présents. Alors, comment faire dans ce genre de situation? Je dis que tout a une mesure. Il ne faut pas être l'hyper-parent. Il ne faut pas être l'hyper. Ça peut être dans un sens positif ou dans un sens négatif. Il ne faut pas être l'hyper-parent. J'ai l'impression que tu m'entends pas. Tu veux un réglage. Voilà. Bon, il ne faut pas être l'hyper-parent. Il ne faut pas forcément être parfait. Il ne faut pas forcément être envahissant. Là, c'est la juste mesure. Il faut essayer d'être dans la juste mesure. Je parlais du parent hélicoptère tout à l'heure qui vraiment, voilà, l'idéal c'est d'être un hélicoptère qui plane juste pour dire à son enfant je suis là, je m'intéresse à ce qui se passe, je suis informée de ce qui se passe à l'école et je le fais pour ton confort, quoi. Je le fais pour suivre ta scolarité, je le fais pour faire en sorte que te conduire et te baliser les choses mieux. Mais il faut surtout pas effectivement être envahissant ou être trop présent. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais s'impliquer, c'est comme pour la fête de l'école. Les enfants sont tellement contents quand les enfants s'impliquent dans la fête de l'école. Pourquoi dans la fête de l'école et pas pour le reste? Pourquoi pas? Pourquoi pas s'impliquer pour le reste? Alors bon, moi j'ai des amis évidemment qui sont enseignants. Ils me disent, bon, souvent malheureusement, c'est les parents que l'on voudrait rencontrer qu'on ne rencontre pas toujours. Eh ben, il faut provoquer des opportunités. Et il faut aller voir certains parents qui ne s'impliquent pas et leur dire qu'il y a des choses qui existent, même les associations de parents d'élèves. Personne ne doit être écarté. Chacun peut avoir un rôle ou une compétence particulière à apporter. Et c'est bien d'ouvrir justement ces associations à des personnes qui ne pensent pas qu'ils puissent avoir le droit. Mais chaque parent, du moment où il est parent et qu'il a un élève dans un établissement, il a le droit. Et c'est même pertinent pour lui de pouvoir se rapprocher des associations pour pouvoir être informé différemment. Après, les associations, il y en a qui font plus leur travail, d'autres moins. Mais c'est pas grave, c'est-à-dire l'essentiel c'est qu'on ait un contact, qu'on ait quelqu'un à approcher si on a un souci. On n'a pas encore abordé ça, mais bon, même pour le harcèlement scolaire, moi je trouve que de pouvoir avoir le contact des présidents d'associations de parents d'élèves, c'est bien, parce qu'ils ont un rôle à jouer, ils peuvent avoir un rôle de médiateur, ils peuvent parler au nom de tous les parents. Alors dans les faits, comment ça se passe finalement de faire partie d'une association de parents d'élèves si on pouvait avoir un aperçu de comment ça se passait concrètement, les étapes à suivre, comment on peut en savoir plus par rapport à ça? Déjà, se dire que l'on a le droit. Déjà, se dire ce n'est pas réservé à des parents élites ou des parents, des sachants. Non, on est parents, on peut être dans une association de parents d'élèves. Ça nous donne le droit. Après, tout dépend de la part que l'on veut y prendre. Mais si on veut simplement y prendre le rôle de parent qui veut être informé sur la scolarité de son enfant, ça suffit. Et on est informé. Et la personne qui, elle, veut prendre des responsabilités au niveau de l'association, soit elle joue bien son rôle, le rôle pour lequel elle s'est engagée, et alors ce sera fluide, soit alors il faudra taper à une autre porte. Il y a au minimum 2 associations, souvent dans
dans les écoles. Donc, bon, bah, une ne vous convient pas, vous tapez à la porte de l'autre association. Alors, le souci en France, pour beaucoup de choses, c'est comme ça, on étiquette. Donc, on étiquette à gauche, on étiquette à droite, on étiquette en neutralité, on étiquette en laïque, en ultra-laïque. Moi, je parle de parents. Il n'y a pas d'étiquette. Il y a des parents qui ont des intérêts pour leurs enfants et pour leur scolarité. Alors, en tant que parent membre d'une association de parents d'élèves, est-ce qu'on a la possibilité justement de peut-être faire des suggestions, des propositions en ce qui concerne certaines programmations éducatives, notamment par rapport à l'éducation, à la sexualité qui a pas mal fait réagir ces derniers temps dans l'actualité, que ce soit par le fait que voilà, ça commence à partir de la primaire ou que ce soit par rapport à d'autres questions que peut-être tu as dû entendre et suivre. Est-ce que les parents peuvent avoir recours justement à certaines actions pour mettre en place un programme qui, selon la majorité, correspondrait le mieux à leurs enfants? Là encore, il faut faire confiance à l'équipe éducative. Les choses ne se décident pas comme ça. Tiens, on va parler d'éducation sexuelle et on va parler de ça comme ça et on va faire... Non. Il y a des programmes qui sont établis, qui sont pensés. Souvent, c'est fait par des équipes médicales ou des associations départementales ou régionales. Donc, c'est pensé par rapport à l'âge de l'enfant. Et ce qui est vrai que le monde aujourd'hui va vite et on a tendance des fois à vouloir répondre aux questions des enfants avant qu'ils ne le se posent. Et bon, on voit bien que des fois, il y a une relation avec la pornographie très tôt chez les enfants parce qu'ils peuvent avoir accès à des sites internet. Et puis, c'est vrai que l'enfance, c'est un monde. On est tous des enfants, en fait. On peut se souvenir la curiosité qu'on a pu avoir à 12, 13 ans, prépuberté. Voilà. Donc, ce sont des réponses qui peuvent arriver avant. C'est de la prévention pour éviter qu'il puisse y avoir des soucis. Et quand on n'y touche pas à mon corps dès la primaire, c'est pour éviter qu'un enfant, si quelqu'un a des gestes un peu déplacés, qu'il puisse comprendre que ça peut être quelque chose de dangereux pour lui. Donc tout est fait en fait pour protéger l'enfant. Le parent, encore une fois, les parents d'élèves, il me semble, ils peuvent demander d'assister à une intervention et d'en faire le compte-rendu aux autres parents. Mais il ne faut pas arriver forcément contestataire, c'est-à-dire il faut essayer de voir que faire confiance un petit peu, je crois que la confiance doit être de mise, parce que sinon on n'y arrivera pas, je pense. Il faut vraiment il faut changer son idée sur l'éducation nationale, sur les enseignants. Alors c'est vrai que c'est une grosse machine, c'est vrai que c'est une institution, c'est vrai que il y a des fonctionnaires qui préparent des choses, qui ne sont pas forcément au courant de tout ce qui se passe. Quand on a 60 ans et qu'on doit s'occuper d'enfants de 10 ans, peut-être qu'on a oublié que c'est loin, etc. Mais il faut faire confiance. C'est d'humain, c'est vrai, donc c'est pas parfait. Mais tout est fait pour protéger les enfants, respecter les familles. Bon, aujourd'hui, il y a des lieux dans chaque établissement pour que les parents puissent rencontrer les enseignants dans un lieu privilégié. Il y a un espace parent. Enfin, beaucoup de choses sont pensées pour, j'ai envie de dire, réconcilier en fait tous les membres de la communauté éducative dans le seul intérêt de l'enfant et de l'élève, dans le seul intérêt de construire. Lorsque des parents sont dans cet état d'esprit, ça peut fonctionner. Et encore une fois, avec cet esprit que tout n'est pas parfait. Les choses ne sont pas forcément simples. Les enfants sont dans leur monde. Nous, on a le nôtre, avec nos préoccupations. Mais quoi qu'il en soit, il faut donner les priorités. 1. L'apprentissage pour les enfants avec les difficultés que notre époque nous impose. Elle nous l'impose, quelque part. Et ça va très très vite. Et puis 2, que les parents puissent effectivement avoir des relais par les associations de parents d'élèves pour exprimer ce qui va ou ce qui ne va pas, et qu'ils puissent eux-mêmes s'exprimer auprès de l'enseignant et que la parole soit le plus fluide possible. Mais souvent, les parents qui sont en difficulté ont souvent la crainte qu'on puisse les juger.
Donc il faut essayer de ne pas juger les parents parce que c'est pas simple, c'est pas facile, hein. Chacun est différent. En tant qu'adulte, il y a beaucoup de responsabilités. Voilà. Mais il ne faut pas oublier qu'un enfant, ça a besoin de ses parents. Ça a besoin de ses parents. Il ne faut pas hésiter à être tuteur, à être près de lui, même en âge adolescence, lorsqu'il vous repousse et lorsqu'il met des contestations. En fait, c'est un âge bien précis où il veut justement exister. Donc il faut essayer en tant que parent de faire confiance quand même. Mais voilà, sans être tout le temps dans la contestation, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance, les yeux fermés à l'éducation nationale, puisqu'on entend enfin quand même des témoignages, pas mal de mécontentements, certaines failles, donc c'est un peu compliqué. Comment faire lorsqu'on entend justement ces imperfections qui apparemment touchent quand même pas mal de personnes, selon les témoignages. Bon, déjà, il faut que ce soit factuel. Et se dire encore une fois que ce n'est pas simple. Et quand on parlait du mammouth, on ne se rendait pas compte que vraiment l'expression est très juste en fait. C'est vraiment énorme de pouvoir gérer les établissements scolaires. Et on avait donné les chiffres, je ne les ai plus, mais ce sont des millions d'élèves chaque année dont il faut s'occuper et préparer leur avenir et pour la plupart les faire aboutir à leurs rêves. Hein, surtout s'ils en ont, il faut que les enfants aient des rêves. Et voilà. Moi, je suis pas contre la contestation parce qu'elle est nécessaire. C'est-à-dire, c'est pas la contestation. Je suis pas contre le dialogue et l'échange. Mais lorsqu'il y a une contestation, il faut qu'elle puisse confronter une réalité. Lorsqu'elle est confrontée à la réalité, après, il faut essayer de voir s'il peut y avoir une solution. Et essayer de trouver la solution la plus juste. Celle qui s'approche le plus de ce qui peut être juste. Mais comprendre un prof absent, un prof malade, des matières où il n'y a pas le compte d'heures pour l'enfant. Il faut essayer d'avoir un petit peu de tolérance. Une tolérance, en fait, pour le bien de l'enfant, encore une fois. Bon, là, ça n'a pas bien fonctionné. Ben, l'année suivante, ça fonctionnera mieux. L'année d'avant, ça fonctionnait très bien. Et là, si ça ne fonctionne pas comme ça cette année, on va voir les associations de parents d'élèves, on va voir où on est l'établissement, parce que comme c'est l'interlocuteur quand même privilégié des parents, donc lui peut se renseigner. Et puis peut faire appel ou peut faire pression sur l'académie, peut faire pression sur la région s'il s'agit de lycée. C'est-à-dire, il y a quand même des choses qui peuvent être mises en place, mais restons dans notre système démocratique qui est quand même vraiment une chance et qui est bien fait. D'accord. Alors, je rappelle aux auditeurs que sur Radio Ici et Maintenant, on est en direct et c'est le lundi 8 janvier 2024. Vous pouvez également intervenir pour poser vos questions à Corinne Lamy au 08 90 37 38 38. D'ici quelques instants, nous verrons ensemble également les quelques questions que nous avons reçues par message. Corinne, alors, oui. Oui, je voulais juste revenir sur mes propos. Je voudrais surtout pas que les auditeurs pensent que je vois tout beau, tout rose. Bien sûr que les choses sont compliquées, et bien sûr qu'il y a des réels problèmes, et bien sûr qu'il faut les régler. D'accord ? Mais c'est que tous ensemble. Hein. Et là encore, c'est vrai, ça peut paraître naïf ou utopique, mais non. On voit bien d'ailleurs que notre ministre, qui est en charge de l'éducation nationale aujourd'hui, met en place différentes mesures. Donc on a conscience que tout ne fonctionne pas bien. Mais il y a quand même des choses qui se passent. Il y a quand même des mesures qui sont prises. Donc voilà, il faut aller doucement. Il faut justement, c'est là où je voulais revenir sur quand tu m'as dit s'il y a des excuse-moi, on se tutoie d'habitude, oui. Donc tu m'as dit lorsqu'il y a des contestations, on peut quand même être contestataire. On pense que bien sûr, mais bien sûr tout ne fonctionne pas forcément toujours tout bien, etc. Mais faisons-le en ayant conscience quand même de tout ce qui est fait, tout ce qui est mis en place. Faisons-le, je me répète là, mais c'est parce que j'ai l'impression, lorsque je m'écoute moi-même, que ça peut paraître naïf, etc. Non, j'ai envie de dire, des fois, il y a des contestations qui ne font pas avancer. Elles sont là juste pour contester. Et celle-ci, en fait, je n'en veux pas. Je veux essayer de voir ce qui est factuel et voir ce qu'on peut mettre en face.
Alors justement, est-ce que peut-être tu aurais des exemples à partager avec nous sur des problématiques qui existaient, persistaient auparavant et pour lesquelles il y a eu par la suite, à travers des mesures, des solutions, des avancées et évolutions positives? C'est compliqué parce que c'est vrai que on assiste aujourd'hui à une jeunesse à qui on décrit pas toujours le meilleur avenir et qui, au sein de sa famille éducative, n'a pas forcément les repères qu'il faut. Donc il y a de plus en plus de choses à combler pour l'éducation nationale. Autour, je me rappelle, moi déjà, je suis plus toute jeune, hein, je me rappelle il y a 25 ans, on parlait de déficit d'assistante sociale, etc. Ça peut être aujourd'hui encore plus de mise, mais parce que les difficultés sont de plus en plus importantes. Donc les difficultés ne s'arrêtent pas au sein de l'école, quoi. C'est aussi des difficultés sociétales. Mais il faut rester dans les rôles de chacun et de se dire que, encore une fois, essayer de faire confiance et que malgré tout, malgré toutes les difficultés qui sont accrues, il y a des gens qui pensent pour que les réussites soient pour tous, avec des ordres de priorité par rapport aux difficultés. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais tout. On ne sait jamais tout d'un jeune qui va pas bien, on ne sait jamais tout de parents qui ne viennent pas à l'école. On sait jamais... Donc voilà, il faut essayer de faire au mieux avec ces interrogations et de continuer à mettre en place. Par contre, moi, à un moment donné, où il y a des choses où j'avais des insatisfactions, c'était par exemple pour les réseaux d'aide. Je trouvais ça extrêmement important qu'il y ait des réseaux d'aide au sein des établissements, au sein des secteurs et des établissements scolaires. Bon, les réseaux d'aide, c'était la psychologue, le maître jeu, c'était un psychomotricien. Bon, là, il n'y en a pas suffisamment, donc bon, ils essayent de faire en sorte que ça puisse répondre malgré tout aux demandes et aux problématiques. Voilà, un médecin scolaire, quelquefois, il a trop d'élèves, il ne peut pas voir tout le monde. Bon, en tout cas, c'est en place. C'est en place. Ça, si effectivement, s'il pouvait y en avoir plus, mais aussi, il y a des difficultés pour recruter ces personnes, parce que être dans le privé, des fois, ça paye aussi mieux. Voilà, et des fois, c'est vrai que les parents, c'est pas forcément simple à côtoyer ou à pouvoir dire à un parent, écoutez, votre enfant est en difficulté, il va falloir mettre ça et ça en place. Pour un parent, c'est difficile des fois de reconnaître que son enfant est en difficulté. Et je ne parle pas des difficultés d'enfants qui ne suivent pas à l'école. Ça peut être aussi des enfants qui je sais pas, ou qui ont de l'absentéisme, ou qu'il faut mettre en place une psychothérapie, ou des choses comme ça. Ça peut être difficile pour un parent de l'entendre. Mais il faut essayer de se dire que les enseignants ont de l'expérience, connaissent les élèves, connaissent les enfants, et là aussi, il faut leur faire confiance. Mais si l'éducation nationale pouvait mieux pourvoir tout ce qui était réseau d'aide, ça serait quand même pour moi quelque chose de plus positif. Alors, on a brièvement parlé du harcèlement. Eh bien, il y a eu le coup d'envoi pour les premiers cours d'empathie ce lundi de rentrée scolaire en maternelle et en élémentaire. Des cours qui seront généralisés à l'ensemble des écoles primaires dès septembre. J'ai trouvé un petit extrait audio de 2 minutes de BFM TV qui justement nous explique en quoi consistent les cours d'empathie. On va écouter ça ensemble et on se retrouve juste après. Oui, donc voilà Corinne, par rapport à ces cours d'empathie, pour essayer justement de remédier à ces problèmes de harcèlement scolaire. Cette année passée, on a entendu des faits divers, des informations où des petits, des jeunes, voilà, ont mis fin à leur jour, ou ont même fait des tentatives de suicide à cause du harcèlement, qui est peut-être même amplifié à cause des réseaux sociaux, puisque peut-être qu'à l'époque, ça se passait davantage dans le cadre de
de l'établissement scolaire, etc. Mais maintenant, ça peut suivre l'enfant également à l'extérieur avec Internet, les réseaux sociaux, etc. Quel est ton avis justement par rapport à ces cours d'empathie? Est-ce que, voilà, peut-être tu as des suggestions et des propositions à partager avec nous sur cette question de harcèlement scolaire? Bon, déjà, je voudrais dire que c'est pas nouveau. On pensait, il y a 2-3 ans, à faire des cours sur l'émotion. Il y a des théâtres forums où il y avait des situations de harcèlement qui étaient mises. On disait, voilà, cet enfant se fait harcèlement, etc. Donc c'est bien qu'on y trouve encore un mot qui est important et qu'on y mette les formes pour que ce soit généralisé. Et je pense qu'effectivement, ça peut protéger. Après, sincèrement, comme tu l'as si bien dit, les réseaux sociaux, c'est un vrai problème là-dessus, mais est-ce qu'on a encore la formule pour éviter, parce que c'est tellement facile de mettre un gros mot ou de se mettre 10 contre quelqu'un, et puis déjà quelqu'un qui peut être en souffrance, l'essentialiser sur son poids ou sur sa couleur de cheveux ou sur sa religion, en fait sur ce qu'on a envie de mettre pour pouvoir être contre cette personne. Et puis bon, on a tous été encore une fois enfants, c'est déjà arrivé. Maintenant, les réseaux sociaux, ça multiplie les choses. Et l'enfant, en plus, il se sent isolé parce que le rapport minorité-majorité, souvent, qui s'installe même pour ce genre de problème. Et c'est très compliqué pour l'enfant. Maintenant, il y a des lois. Et il ne faut pas hésiter à porter plainte. Il ne faut pas hésiter à faire une main courante. Il ne faut pas hésiter à passer par une association de parents d'élèves ou par ses représentants pour parler de ces problèmes de harcèlement, pour aller voir la directrice et dire, ou le proviseur ou le principal, dire voilà, il y a un gros problème de harcèlement. Et si jamais on en parle au CPE ou à la vie scolaire et qu'on sent que ça ne prend pas forme, en tout cas pour l'enfant, il a été mis en place à un moment donné des médiateurs, des médiateurs pour les élèves, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour que justement que la parole soit libérée. Il ne faut plus avoir peur. Il faut que la peur change de camp en ce qui concerne le harcèlement. Il faut que l'enfant puisse se sentir protégé et par les parents, et par la loi, et par les établissements scolaires. Et je crois que Gabriel Attal a pris des mesures aussi pour cela. Je crois que ça lui tenait énormément à cœur. Et je pense que même au niveau des académies, si quelquefois on a préféré ne pas en parler parce que on se dit c'est des choses qui passent, ce sont des choses qui passent. Non, aujourd'hui, il faut l'arrêter tout de suite. Tout de suite. Il ne faut pas que ça puisse s'installer. Donc prendre encore une fois tout ce que l'on peut prendre comme outil pour l'arrêter. On peut faire une plainte auprès du procureur de la République. Il ne faut pas hésiter lorsqu'on sent son enfant en danger ou lorsqu'on sent un comportement de son enfant qui a changé, qui s'isole ou il y a un souci. Il ne faut pas hésiter. Il faut mettre quelque chose en place. Alors l'école prend sa part aujourd'hui. Elle va apprendre aux enfants, à tous les enfants, autour de l'empathie, à pouvoir combattre ces problèmes de querelles qui peuvent devenir vraiment extrêmement blessantes, allant jusqu'au suicide d'un enfant. Il faut vraiment continuer à mettre en place des mesures. L'empathie, donc ces cours d'empathie, ben c'est bien parce que c'est bien, parce que c'est une prise, c'est dire on n'a pas le droit de vous faire ça parce que on ne doit pas faire du mal à l'autre. Et vous devez le ressentir, parce que l'autre, c'est vous. Vous faites du mal à l'autre, demain, c'est vous. Aujourd'hui, vous vous sentez fort parce que vous attaquez cette personne, parce que vous avez vos petits copains qui rigolent avec vous. Mais demain, ce sera vous. Alors, peut-être approfondir le rôle des parents dans ce genre de situation en tant que parents d'enfants harceleurs et parents d'enfants harcelés. Quel est le rôle des parents justement pour identifier et détecter qu'il y a ce type de problème et que son enfant est concerné par la question? C'est vrai que c'est pas facile, hein,
parce que les enfants, ils ont leur monde. Ils n'ont pas forcément envie de confier ces problèmes. Donc ça peut être un bon ami. Ça peut être un comportement dans l'enfant, une perte d'appétit, traîner la patte pour aller à l'école. Parce qu'en général, les enfants, ils adorent aller à l'école parce que justement, ils y retrouvent leurs copains, ils peuvent jouer. Je vais vous dire, l'apprentissage, c'est bien. Mais la sociabilisation et puis retrouver ses copains, c'est ce qu'on préfère à l'école. C'est pour ça, il y a tout un monde. Il y a tout un monde à côté dont il faut prendre conscience. Ce qui se passe dans la cour de récréation. C'est-à-dire que même... Je suis trop loin ou trop près? Trop loin, un petit peu. Ah, oui. Plus près, moi je m'entends très fort. Hein. Donc, oui, c'est mieux. Et toi, tu m'entends bien? Oui. Pardon, hein, on fait des essais. Mais c'est pour cette raison que, effectivement, le personnel, il est déjà... Bon, je vais bien m'entendre un peu plus du coup, un tout petit peu plus. Le personnel, il est déjà informé et formé. Mais les formations de personnel aussi, c'est très important. Les surveillants, les jeunes qui surveillent les autres jeunes, etc., de la vie scolaire. Pareil, il faut qu'ils soient formés. Il faut qu'on leur dise attention, si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas autour d'un élève ou qu'il y a un élève qui se sent un peu malheureux ou qui subit des brimades, etc., il faut rien laisser passer. Rien laisser passer, même si quelque chose vous semble anodin. À partir du moment où vous avez le sentiment que c'est blessant, violent, agressif, il faut rien laisser passer. Peut-être le noter parce que c'est quelque chose qui va passer à la récréation suivante, mais il faut rien laisser passer. Nous allons faire une courte pause musicale avec une musique que tu as choisie, Enrico Macias, Enfant de tout pays. On se retrouve juste après. N'oubliez pas que vous pouvez profiter justement de cette pause musicale pour composer le numéro du standard et pour poser vos questions, partager tout simplement vos témoignages avec nous sur radio ici et maintenant. 08 90 37 38 38 08 90 37 38 38. Alors nous poursuivons notre émission en ce lundi 8 janvier 2024 où vous avez également, auditeurs, la possibilité d'intervenir au 08 90 37 38 38 pour pourquoi pas partager vos témoignages et expériences en tant que parent d'élèves ou bien même en tant qu'élève d'autrefois ou d'aujourd'hui en lien avec ces différentes thématiques que nous avons eu l'occasion de voir avec Corinne et l'ami que maintenant certains d'entre vous connaissent déjà et qui en est à sa 6e intervention radiophonique sur les ondes de radio ici et maintenant. Alors Corinne, je constate que tu as quelques notes, quelques feuilles face à toi. Est-ce que tu avais envisagé ou prévu de parler de quelque chose en particulier cet après-midi? Ben oui, vous avez entendu que plusieurs fois j'ai prononcé le mot parents hélicoptère, ou il y a aussi les parents drones et les parents curling. En fait, des définitions par des psychologues ou des définitions pour les parents, pour les parents qui essaient d'être des hyper-parents. Voilà. On parlait en off de la perfection. Bon, la perfection n'existe pas. Il faut simplement être parent. Et on peut trouver des définitions, on peut trouver des... Voilà. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'être aidé. Être parent, c'est pas si facile. Je me souviens quand j'ai commencé, si je puis dire, ma carrière, entre guillemets, le premier débat que j'ai fait, c'était être parent, c'est pas si facile. Voilà. Se dire que c'est pas si facile. On n'est pas parent. NAIT. Ça s'apprend. On peut dire je ne sais pas. On peut aller chercher des informations. Et c'est pour tout comme ça, en fait. Hein. Même les jeunes, je suis aussi secrétaire dans un bureau d'information jeunesse, ils n'osent pas rentrer. Ils ont toutes les informations dont ils peuvent avoir besoin en poussant la porte. Ils ne poussent pas la porte. Poussez la porte. Allez chercher les choses. Je fais des ateliers contre les discriminations. Pareil, les discriminations à l'embauche. Bien sûr que les choses ne sont pas faciles. Bien sûr que on parle d'égalité. On a parlé de ça aussi dans une émission. Liberté, égalité, fraternité. C'est bien, les choses sont posées. Et laïcité, moi je dirais aujourd'hui. Et solidarité.
les choses sont posées. Mais il faut aller les chercher. C'est pas simple, c'est pas facile. La liberté n'est pas simple pour tous. On parle d'égalité homme-femme aujourd'hui, mais c'est pas facile pour toutes les femmes de prendre leur liberté. On parle d'égalité, mais c'est pas facile d'être vraiment à un niveau égalitaire. Est-ce qu'un homme est comme une femme? On est complémentaires, mais au niveau des lois, on a égalité. Mais il faut aller chercher les choses. Et en tout cas, on est dans une époque, dans un siècle, dans une année, où tout est fait pour que les lois puissent être respectées, pour le fameux liberté, égalité, fraternité, on puisse en être fier. Et je pense qu'on peut en être fier en France. Alors justement, on en parlait aussi un peu hors antenne tout à l'heure du fait que il n'y a pas forcément de mode d'emploi sur comment devenir parent. Enfin, encore moins il y a quelques années de cela. Aujourd'hui, je pense quand même il y a plus de possibilités pour se renseigner, savoir voilà quelles sont les bonnes choses, enfin bonnes choses entre guillemets à faire pour l'éducation de son enfant. Et je ne pense pas que il y ait eu ce type d'échange qu'on a ensemble cet après-midi sur l'importance de suivre l'éducation de son enfant également à l'école, s'investir dans des associations de parents d'élèves, etc. Il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui en parle. Non, je ne sais pas ce que tu en penses, Corinne. Non, d'autant que j'ai remis l'accent sur cela, parce que on voit bien, et en fait, en primaire, les parents sont mobilisés, donc il y a plus de parents qui votent pour les élections de parents d'élèves, par exemple, qui lisent des professions de foi, qui s'y intéressent. Et après, au collège, il y en a de moins en moins. Et après, il n'y en a quasiment plus. C'est-à-dire qu'en fait, au début de la scolarité d'un enfant, le parent a le sentiment que l'enfant a une fragilité. Puis après, on se dit non, il est grand. Mais un enfant à 11 ans, il n'est pas grand. Hein. À 12 ans, il n'est pas grand. Au contraire, il y a des problématiques qui sont différentes, mais qui s'accentuent. Parce que l'autonomie, c'est bien, mais ça reste un enfant. Donc c'est la raison pour laquelle je voulais mettre l'accent là-dessus, pour dire que non, il faut rester auprès de son enfant, mais pas en étant un parent hélicoptère, ni un parent drone. Il faut être un parent accompagnant, à l'écoute de son enfant, essayer de favoriser des moments de partage, de communication. Voilà, ça me paraît un peu utopique de parler de ça comme ça, et toutes les familles ne partagent pas ce genre de choses de la même façon. Il y a des schémas familiaux qui ne sont pas forcément tous les mêmes. Mais bon, l'amour, l'affection, en fait, l'affection, la tendresse, l'accompagnement, un enfant voilà, qui a une histoire, qu'on entoure, ça aussi, c'est une grande part de la réussite scolaire. Une grande part, une très grande part. Alors, pourquoi pas voir ensemble les quelques questions qu'on reçoit, que vous pouvez continuer à envoyer, bien sûr, aussi sur notre Instagram radio.ici et maintenant, ou bien par email. Alors, on a une question, plusieurs questions. Donc, c'est une question de Sylvie qui écrit. Ma fille prétend qu'elle fait ses devoirs tout en écoutant de la musique à fond. Comment puis-je être sûre qu'elle n'est pas en train de se préparer pour une carrière de DJ plutôt que de réussir ses études? Elle est extrêmement compliquée en ce moment. Déjà, je n'ai pas l'âge de... Sylvie, vous ne m'avez pas donné l'âge de votre enfant. J'imagine qu'elle est adolescente. Oui. J'imagine bien qu'elle est adolescente. Écoutez, moi je pense qu'elle peut faire ses devoirs en écoutant la musique à fond. Voilà. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Vous verrez ses notes lors du contrôle.
Vous verrez la note qu'elle aura eue et puis vous vous rendrez compte si oui ou non c'est la bonne solution. Après, vous pouvez lui demander de baisser la musique parce que ça peut vous déranger. Et lui demander si elle, ça ne la dérange pas. Si vraiment elle a eu un 2 ou un 3 ou un 0, ben vous lui direz que finalement, effectivement, écouter de la musique forte pendant qu'elle fait ses devoirs, c'est pas forcément une bonne solution. Mais bon, il faut lui laisser faire ses expériences. Il faut que les enfants et les adolescents puissent faire leurs erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Voilà, vous verrez sur le long terme ce que ça peut donner. Bon, une carrière de DJ. Et après, aucune carrière n'est à... Pour moi, aucune carrière n'est à blâmer. À partir d'un moment où la personne se réalise adulte et est heureuse, pourquoi pas, hein. Mais je pense pas que ce soit ça. Je pense simplement qu'effectivement, c'est peut-être dérangeant, mais pour nous adultes, mais peut-être que pour un jeune, écouter la musique fort en faisant ses devoirs, pourquoi pas. Mais c'est un peu le volume peut-être, mais pareil, pas de radicalité dans les injonctions en fait. Alors, on a une autre question. Bonjour Corinne, comment pouvons-nous en tant que parents rivaliser avec l'influence des robots, des réseaux sociaux et des jeux vidéo? Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a D'abord, parents, c'est parents. Ça ne se compare pas, ça ne se rivalise pas. Je pense, hein. Après, les jeux vidéo, ça peut faire partie de la vie d'un parent, ça peut faire partie, pardon, de la vie des enfants. Vous pouvez partager à un moment donné ce jeu vidéo avec votre enfant, voir quel est l'accueil qu'il vous fera si vous partagez ça avec lui. Mais voilà, justement, normaliser, banaliser, et puis pour tout ce qui est jeu, enfin maintenant, moi, je dis ça avec beaucoup d'humilité, hein, pourriez-vous aussi me donner des conseils? Ce que je veux dire par là, bon, voilà, ce que je dirais, tout ce qui est jeu, moi personnellement, l'idéal, ce serait d'avoir de la mesure. Tu finis tes devoirs, après tu peux jouer pendant 1 heure, mais voilà, telle heure, ça sera terminé. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses, toi? Est-ce que tu penses qu'il te faut 1 heure et quart, 1 heure et demie? Le laisser aussi s'engager quelque part dans la décision avec vous. Alors c'est vrai que tout à l'heure on en parlait un petit peu des réseaux sociaux, Internet, etc. C'est peut-être qu'il faut en fait limiter l'accès à ces différents réseaux aux enfants. Je ne sais pas par rapport à l'âge, à quel moment est-ce qu'il faudrait laisser son enfant aller sur les réseaux, à quel moment il faudrait justement lui en empêcher. Quel est ton avis sur la question? L'en empêcher, ça peut être compliqué. Il faut expliquer. Il faut expliquer. Il faut expliquer les conséquences. Il faut expliquer ce qui se passe sur les réseaux. Il faut aussi expliquer qu'il y a la pédopornographie. Il faut expliquer qu'il n'y a pas des choses positives sur les réseaux. D'abord, c'est très chronophage. Il y a bien autre chose à faire pour un enfant, peut-être, que d'aller sur les réseaux. Même nous-mêmes, adultes, on s'y laisse prendre, hein. Donc maintenant, ça fait partie de notre vie, hein. Mais il faut expliquer, il faut dire. Déjà aussi, je pense que jusqu'à l'âge de 3 ans, 4 ans, même 5 ans, il faut éviter de laisser les enfants devant des écrans. Déjà jusqu'à l'âge de 3 ans, aucun écran. Aucun, vraiment. Vraiment, ou très peu, les limiter au maximum. Et puis, les réseaux, il faut essayer de comprendre ce qu'ils vont voir et de voir si vraiment ce sont des réseaux qui peuvent être dangereux pour eux, de complotisme ou même de radicalisation. Enfin bon, il faut quand même avoir un œil ou une écoute sur essayer d'avoir un partage avec eux de ce qu'ils écoutent, de ce qu'ils voient. Même si un adolescent doit avoir quand même ses secrets et son jardin secret, il faut quand même essayer, jusqu'à l'âge de 18 ans, il n'est pas majeur, il est sous votre responsabilité et vous avez à avoir un œil sur ce qui pourrait le mettre en danger. Alors, n'hésitez pas, vous pouvez également, auditeurs, auditrices, vous appeler au 08 90 37 38 38 pour vos questions. Une question qui me vient là par rapport à l'échange qu'on a eu en début d'antenne par rapport au redoublement et des enfants en difficulté. Corinne, quel est finalement le profil des élèves qui rencontrent le plus de difficultés dans leur scolarité? Je ne veux pas rentrer dans des généralités.
souvent des enfants qui ne sont pas soutenus, qui n'ont pas forcément des modèles éducatifs à la maison qui les poussent à aller vers l'apprentissage. Après, des élèves, à un moment donné, peuvent rencontrer des difficultés. Ça peut être juste sur un temps. Il faut le soutenir à ce moment-là. Je n'oublie pas aussi que l'école a mis en place des soutiens pour les devoirs. Pareil, il faut se renseigner et puis il faut utiliser énormément ce que l'école a comme offre. Et ce que aussi des fois les mairies mettent en place. C'est compliqué parce que chaque personne peut avoir des difficultés différentes et donc en face de cela, il va falloir mettre quelque chose qui peut être un petit peu plus individualisé. Donc c'est compliqué et puis les familles, c'est vrai, les familles ne sont pas égales, mais il faut aller à la rencontre de ces familles. À un moment donné, justement, les idées politiques, c'était aller vers. Je crois qu'il faut jamais abandonner cette idée politique de l'aller vers. Il faut aller vers ces familles, il faut essayer d'exprimer les choses du mieux qu'elles pourraient le comprendre. Mais ce sont souvent des familles, en fait, qui pensent ne pas avoir droit ou ne pas avoir accès ou qu'ils ont certaines timidités par crainte, encore une fois, du jugement, à aller vers l'école. Donc, il faut tendre la main à ces familles-là, en fait. C'est ce qui est fait, hein. C'est ce qui est fait, mais il faut le faire plus encore pour aller contre l'idée de cette pensée qu'ils n'ont pas leur place. Et on revient en fait à notre conversation du tout début. Vous êtes parent, vous avez un enfant à l'école, vous avez votre place. L'enfant a sa place et vous avez votre place. Donc, si vous avez le sentiment de ne pas pouvoir l'apprendre ou d'être shame, je ne sais pas pourquoi c'est le mot en anglais qui me vient, honteux de prendre une place, eh ben, il faut vous aussi travailler sur vous-même pour vous dire non, j'ai ma place. Après, il ne faut pas y aller comme un gladiateur, encore une fois. Il faut y aller simplement comme un parent qui prend sa place et qui veut suivre la scolarité de son enfant pour l'intérêt de son enfant. Est-ce qu'il y a, est-ce que ça existe une sorte de personnalisation de l'enseignement pour répondre aux besoins individuels des élèves dans l'école publique? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place par rapport à ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr qu'il y a des choses individualisées qui sont mises en place. Et puis, il y a surtout pour les enfants, l'intégration des enfants handicapés. Il y a des plans d'action individualisés. Mais après, pour un enfant en difficulté, bien sûr qu'il y a des choses qui sont mises en place. On rencontre le parent, lui dit, il y a telle difficulté, voilà ce qu'on pense mettre en place. Et c'est très, très important que le parent comprenne, fasse confiance et soutienne ce qui peut être mis en place. Et voilà, c'est toute la difficulté souvent des enseignants de pouvoir dire ça à un parent sans qu'il pense que l'enseignant le juge ou qu'il lui dit voilà, on va mettre ça en place pour votre enfant parce que vous n'êtes pas à la hauteur. Non. Le parent, c'est pas qu'il n'est pas à la hauteur, c'est qu'il a une difficulté. Donc voilà, la société, elle a prévu ça. Elle a prévu. Comme cet échange que nous avons et comme les échanges précédents que nous avons eus autour des questions de parents d'élèves et éducation, est-ce qu'il existe, est-ce que l'école prévoit justement des activités, des forums de sensibilisation pour les parents afin de mieux comprendre les objectifs éducatifs et les méthodes d'enseignement actuelles? Oui, mais souvent, très souvent, c'est déserté. Alors c'est vrai qu'il va y avoir les parents des fois investis dans les assistants de parents d'élèves qui vont être là. Je ne fais pas de généralité, hein. Peut-être qu'il y a des endroits où ça fonctionne super bien et la salle est comble lorsqu'il y a une réunion de parents. Hein. Donc ne faisons pas de généralité. Mais ce que j'ai pu constater, comme d'ailleurs pour les élections de parents d'élèves, y a pas, les parents ne portent pas d'intérêt forcément à ça, alors qu'en fait c'est mis en place pour eux.
C'est mis en place pour être informé, c'est mis en place pour que l'échange démocratique puisse être fait, c'est mis en place parce que ça s'appelle représentante, parents d'élèves, et donc ils sont là pour les représenter. Donc ils parlent en leur nom. Donc si vous avez envie qu'on parle en votre nom, de la manière dont vous voudrez que l'on parle, eh bien, engagez-vous. Adhérez ou pas. Mais engagez-vous en disant oui, j'ai compris et je veux faire partie au-delà de l'inscription, au-delà de préparer les affaires, d'acheter les affaires pour le début d'année, je veux en savoir plus et je veux être informée tout simplement. On va faire une petite pause musicale. On se retrouve dans quelques instants sur Radio Ici et Maintenant. Vous pouvez nous appeler au 08 90 37 38 38. À tout de suite. Et oui, nous poursuivons notre émission. Pardon, on a eu un auditeur qui avait une question qui n'était pas en lien avec l'émission. Donc, je lui ai demandé de nous rappeler. Où est-ce qu'on en était, Corinne? Bah, dire que j'avais amené un truc, c'était les principes fondamentaux du service public d'éducation. Et je disais que tout le monde peut aller chercher ces informations. Voilà, j'ai 19 pages de principes de liberté. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État. Enfin, voilà, tout l'obligation d'instruction. Des pages intéressantes que tout le monde peut aller lire et aller chercher sur Internet, quoi, en fait. Et c'est intéressant de s'informer de ce genre de trucs. On n'est pas forcément au courant. On se disait, quand ça faisait 1h15 qu'on était en entretien, si on devait conclure, même c'est un énorme plaisir de pouvoir être avec toi, et on dit toujours qu'on n'a pas forcément tout dit. C'est pour ça que c'est intéressant. On recommencera l'émission. Si des parents ont envie de poser des questions comme Sylvie l'a fait, n'hésitez pas. Et puis Sylvie, ça peut nous faire le retour sur la réponse, parce que du coup, quand on a des questions par mail, on n'a pas forcément le retour de ce qu'on a pu répondre. Donc n'hésitez pas, vous envoyez les questions à Morgane et on fera une autre émission autour de ces questions-là. Je voulais vous dire que normalement il est prévu d'une émission avec Thierry Beccaro également à propos des enfants maltraités. Si vous avez des questions, il faut les envoyer et on fera une autre émission. Je voulais dire également qu'on a eu Vanessa Rutelkaïm pour les violences conjugales. Si vous avez des questions, vous les envoyez à Morgane. Et si on reviendra de toute façon pour parler de cas précis avec Vanessa. Mais si vous avez des questions, et afin de répondre à vos questions, s'il faut faire une émission, une micro-émission, nous la ferons pour pouvoir répondre à votre question, car Ici Maintenant est une radio utile et constructive. Voilà, si je devais conclure, c'était dire qu'il fallait, voilà, c'était ma conclusion, qu'il fallait faire le deuil d'une triple perfection, l'idée d'être un parent parfait, et celle d'être un enfant parfait, et celle de le faire, j'ai noté quoi, c'est le faire grandir dans un monde parfait. Voilà. Il faut éviter de penser cela, car ce n'est pas possible. Le monde n'est pas parfait et nous devons nous aider les uns les autres. Et je remercie Morgane de m'avoir donné encore la parole aujourd'hui. Avec grand plaisir, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Juste un contact, si vous avez un problème et vous êtes en burn-out familial, ça existe aussi. Vous pouvez aller sur burnoutfamilial.com et voilà, vous aurez peut-être des soutiens et des réponses. Merci Corinne. Alors c'est pour, c'est-à-dire burn-out familial. Je crois que c'est pour aller voir un petit peu, pour avoir des conseils lorsqu'on est en burn-out parental. D'accord. Alors, bon, j'espère que l'émission vous a plu. Morgane, comme je te disais tout à l'heure, tu es mon auditrice. Je ne sais pas qui écoute, combien vous serez à entendre ce que l'on a dit aujourd'hui. Bon, en tout cas, prenez votre rôle de parent très à cœur.
La société a besoin de nous pour construire un monde meilleur, pour donner une éducation à nos enfants, avec autant d'amour que l'on peut donner, parce que quelquefois on est des parents un peu dépassés, ou quelquefois on peut avoir le sentiment d'avoir fait des erreurs, mais tout le monde fait des erreurs et on peut se tromper. C'est dans le ici maintenant qu'il faut travailler. Tout à fait. Voilà, tout se passe ici et maintenant. Merci Morgane, merci beaucoup. À très bientôt sur Radio Ici et Maintenant. Merci Je vous laisse beaucoup. à présent avec la suite des programmes en lien avec les sujets abordés Merci cet à après-midi. Merci, au revoir.